bonjour à tous et merci d'être aussi nombreux. Heureusement, il y a la lumière, on ne vous voit pas tous. Donc aujourd'hui, on va vous parler de DevSecOps. On va d'abord se présenter. Donc moi, je suis Adrien Pessu. Je suis Auth0, développeur advocate chez Okta. Et moi, je suis Tug Dualgral ou Tug et je suis Solution Engineer chez GitHub. Et donc avant de commencer, en introduction, on va essayer d'abord vous partager la vision de la sécurité dans le développement. Donc c'est pas quand on développe un logiciel, on ne va pas se cacher derrière dans une forteresse comme Minas Tirith, bloquer les entrées par un pare-feu. On sait très bien maintenant que ça ne fonctionne pas. Et en fait, la vision de la sécurité qu'on voudrait avoir, c'est plus comme un jardin qu'on va entretenir tous les jours un petit peu. On va enlever les mauvaises herbes dans les allées. Et puis, je vais arrêter la métaphore du jardin parce que je ne connais rien en jardin. Donc, mais en tout cas, vous voyez l'idée. On va progresser petit à petit de manière incrémentale. Et j'aimerais partager la citation de Guillaume Poupard, qui est le patron de l'ANSSI. En fait, ce n'est pas le Futurex, c'est toujours le patron de l'ANSSI. Il devait partir, il n'est pas parti. Et donc, oublier la cybersécurité, c'est rouler à 200 km à moto, sans casque. Donc c'est dangereux, peut-être qu'il y en a qui le font, et vous ne devriez pas. Et on va vous montrer les premières étapes et les clés pour remettre un casque. Et donc en fait, comme on l'a mis dans le titre, en fait, c'est ajouter la sécurité à votre DevOps. Un des points je pense que de plus en plus d'entreprises ont mis en place, les équipes, c'est vraiment la capacité de faire travailler les Ops et les Devs en même temps. Donc d'essayer d'automatiser de plus en plus de tâches. En commençant par les tests, la construction des builds, le déploiement. Et d'ailleurs, moi, quand j'ai rejoint GitHub, ça fait quoi, un peu plus d'1 an et demi maintenant, pour moi, dans le DevOps, il y avait la sécurité. Et en fait, j'étais très, très surpris de voir que la sécurité, les gens n'y pensaient pas, en tout cas d'un point de vue développeur, d'un point de vue DevOps, il y avait une équipe sécurité sur le côté. Et donc, l'idée de la présentation et le sujet, c'est vraiment, essayons de rajouter au niveau de vos projets toute la partie sécurité, et que ça fasse partie des automatismes que vous avez comme équipe, que ce soit pour toutes les étapes du développement. Et justement, c'est intéressant de regarder quand est-ce qu'on va parler de sécurité et pourquoi. Alors, il y a différentes étapes, c'est au moment où vous définissez vos projets, vous définissez vos besoins, donc lorsqu'on crée le backlog, lorsqu'on pense à une idée, à une fonctionnalité, à un nouveau service que vous mettez en place. Et donc, il faut déjà penser à la sécurité sur cette partie-là, travailler ensemble à définir certains besoins, certaines règles. Pareil, quand on va travailler au niveau du code, et c'est là-dessus qu'on va passer le plus de temps aujourd'hui, quand on teste l'application, quand on la déploie, lorsqu'elle est en production, et bien sûr, lorsqu'elle tourne, continuer de travailler sur qu'est-ce qui se passe, est-ce que mon application est safe, et évidemment, lorsqu'on trouve une faille de sécurité, réagir très, très, très vite. Et pour chacune des étapes, il y a des outils et des méthodos à mettre en place. Que ce soit définition justement de modèles de sécurité que vous voulez mettre en place lorsque vous analysez le projet. Mais quand vous codez également, regardez à toutes les dépendances, regardez au code, donc le SAST, l'analyse statique du code. On va définir les différents acronymes au fur et à mesure de la présentation. Et pareil, il va y avoir des outils et des méthodos pour la partie test, quand l'application tourne et que vous voulez faire des tests autour de la sécurité et de vos API, mais également tout ce qui va être autour de la pénétration de votre application qui est en production. Alors, on va commencer par le plus important. Donc là, c'est vraiment, si vous n'avez pas de sécurité en place sur vos projets, c'est par ça qu'il faut commencer. Donc c'est le SCA, Software Composition Analysis. Donc si mon anglais est toujours bon, c'est l'analyse de la composition du logiciel. Ce sont les dépendances que vous importez, donc dans votre package.json, votre gradle.build, votre pom.xml, que sais-je. Et dans ces dépendances, ce sont les dépendances, finalement c'est du code qui va finir en production. Et c'est des codes que vous n'avez pas écrits. Alors c'est difficile d'avoir des vraies statistiques, mais on pourrait estimer que entre 70 et 80% du code que vous mettez en production, ce n'est pas vous qui l'avez écrit. Et donc c'est la partie où il faut vraiment faire attention, parce que c'est la partie qu'on ne va pas regarder. Et donc ici,
le software composition analysis, il va faire un arbre des dépendances, c'est-à-dire qu'il va il va aller chercher les dépendances des dépendances que vous avez, et dans plein de sous-dépendances, il peut y arriver qu'il y ait des failles de sécurité. Et les failles de sécurité, là on a un exemple que peut-être vous connaissez, sur Log4j. Qui a été touché par ça en décembre en mode panique à devoir fixer D'accord. Et donc, dans cette dépendance que beaucoup de gens ont utilisée, il y a eu une équipe de sécurité en Chine, pour le coup, qui a proposé cette vulnérabilité. Il l'a proposé à la MITRE, qui est une organisation non gouvernementale américaine, à but non lucratif, américaine. Et donc, dans cette CVE, donc, qui est la vulnérabilité, la description de la vulnérabilité. Voilà comment ça se présente. Et c'est important de pouvoir lire ce qu'il y a dans cette CVE. Donc dans un premier temps, il y a un résumé. Donc ça, c'est intéressant pour voir à peu près le contexte. Il va y avoir l'impact. Donc peut-être que, en fait, vous n'allez peut-être pas être impacté par cette vulnérabilité. Parce que quand vous allez passer votre SCA, vous allez avoir, sur un projet déjà existant, vous allez avoir une grosse liste, c'est obligé, c'est comme ça, mais vous n'allez pas forcément utiliser les parties vulnérables des dépendances que vous avez importées. Puisqu'on importe Apache Commons, on importe Log4j, on importe tout, et puis on verra après. De toute façon, ça nous est égal la taille du livrable à la fin, mais il y a plein de codes finalement qui sont en production et qu'on n'utilise pas. Et donc l'impact va pouvoir nous dire, bah voilà, dans telle partie de cette librairie-là, si l'utilisateur fait ça, ou le hacker fait ça, eh bien voilà l'impact. Et donc ça nous permet de nous dire, bah, c'est une CVE qui a une sévérité critique, high, medium ou low. Bah, si c'est critique et que nous, ça ne nous concerne pas, eh ben, il faut pouvoir ne pas la traiter et passer à autre chose. Ensuite, on a effectivement les versions affectées, donc c'est évident, et il y a les remediation advice. Donc la plupart du temps, c'est mettez à jour votre librairie. De toute façon, c'est souvent comme ça que ça se passe. Mais quand il n'y a pas de solution encore, de nouvelles versions où le souci est corrigé, et ben ça va être rajouter un properties pour désactiver telle partie de la dépendance, ou aller supprimer un fichier sur le serveur en prod, on n'a pas envie de faire ça. D'ailleurs, ça amène quelque chose d'intéressant autour de ça. Là, donc c'est une librairie Log4j, vous connaissez, quelqu'un a trouvé une faille de sécurité. Si un jour, vous trouvez une faille de sécurité, vous n'allez pas sur github.com dans Issue et créer une nouvelle issue sur la sécurité. Regardez bien sur les projets open source, il y a des façons de lever les failles de sécurité, pour laisser le temps à la communauté, à l'équipe de développement de fixer, de communiquer avec vous, pour ensuite publier quelque chose comme ça, où justement, quand on publie la faille, il y a déjà une solution. Donc, ne pas créer une issue sur un projet open source autour de la sécurité. Et du coup, j'aime bien cette petite image de XKCD, où c'est pas parce que vous avez Kubernetes, vous êtes dans le cloud, vous avez tous les buzzwords, vous avez de la blockchain et tout, mais en fait, vous avez un Log4j sur la mauvaise version qui peut mettre à plat tout. Donc faites attention. Et donc, il existe plein de solutions de SCA. Donc, il y en a des payantes, il y en a des gratuites, notamment fournies par l'OWASP, un organisme qui s'occupe un petit peu de... donc, c'est une association qui va mettre en avant des bonnes pratiques ou des outils pour la sécurité dans le web. Et il y a un outil qui s'appelle Dependency Check. Il y a Dependency Track aussi qui est bien. Et puis, il y a plein d'autres payants. Et il y a... Et Dependabot, donc moi je vais vous faire, alors travaillant pour GitHub et utilisateur de GitHub, je vais utiliser la solution GitHub pour vous montrer. Le point qui est important là, c'est que vous avez des solutions gratuites, des solutions payantes, des solutions qui sont disponibles directement dans GitHub par exemple. Donc vous n'avez aucune excuse pour ne pas mettre en place l'analyse des dépendances. Donc la façon la plus simple de le voir, c'est que vous avez probablement tous vu ça sur vos projets. Alors, notamment tous ceux qui font du JavaScript, qui se sont amusés à faire des projets Node et qui ne les ont pas mis à jour depuis un certain temps.
Quand vous revenez, vous avez nécessairement, je parierais, on pourrait regarder chacun ses repos qui sont assez anciens, vous allez avoir cette petite bannière jaune qui n'apparaît évidemment pas pour tout le monde, qui va apparaître pour les contributeurs du projet. Parce qu'une fois de plus, il faut cacher les vulnérabilités vis-à-vis d'une communauté pour laisser le temps à l'équipe de la fixer. Et en fait, DepandaBot va tourner régulièrement sur le repo, comme les outils que vous allez mettre en place, ou dans votre CI, et va renvoyer une alerte. L'écran qu'on avait montré autour de Log4j, c'est l'équivalent sur cette bibliothèque. Et ce qui est intéressant en fonction des outils que vous allez avoir, c'est aussi voir l'impact de cette librairie sur l'ensemble de vos projets. Parce que généralement, quand vous utilisez une librairie, vous ne l'utilisez pas que sur un seul repo. Donc quand vous allez dans le contexte de GitHub, sur une vulnérabilité, vous allez voir ici quels sont les repos qui sont affectés par la même vulnérabilité. Et un point qui est important, et ça c'est quelque chose autour de la sécurité qu'il faut garder en tête, dans beaucoup de boîtes, la sécurité, ça se limite à du reporting. Alors, il n'y en a pas, ou ça se limite à du reporting, si on a trouvé des failles de sécurité. Non. L'objectif, c'est d'analyser les failles et de faire de la rémédiation. L'idée de DepandaBot, ça a été un robot d'analyse, mais aussi un robot qui va vous aider à fixer en créant pour vous une pull request et en laissant de la maintenir à jour. C'est-à-dire qu'entre-temps, entre la première faille de sécurité trouvée et celle-là, il y a une nouvelle version du produit. Et DepandaBot va analyser dans ce cas-là, créer une pull request et vous donner la compatibilité autour de cette dépendance, de mettre à jour. En fait, il va faire la pull request en changeant simplement, en mettant à jour le numéro de librairie. Cette façon de penser autour de la rémédiation est très, très, très importante. Et c'est là où, justement, nous, les développeurs, on a un rôle très important. Parce qu'en fait, c'est nous qui allons valider cette partie-là. Et à la rigueur, si vous ne savez pas est-ce que je peux la mettre à jour directement, vous êtes sur une pull request, la CI va se mettre en place, vous pouvez avoir tout un échange autour de la conversation sur la pull request, la merge request, pour discuter autour du fixe. L'autre partie qui est intéressante, c'est que vous voyez, c'est qu'un moyen d'éviter d'avoir des failles de sécurité autour des dépendances, c'est d'essayer de garder à jour vos librairies. Et dans les options sur vos repositories, ce que vous pouvez faire, c'est vous activer DepandaBot pour les alertes de sécurité et également pour les mises à jour. Par exemple, ici, j'ai une mise à jour de Spring Boot. Il n'y a pas de faille de sécurité, mais par contre, il me propose de mettre à jour automatiquement. Comme ça, je maintiens mon application sur les dernières versions des librairies que j'ai utilisées. Et pour le mettre en place, Settings, Analysis, et vous configurez ici. Donc très très simple. Donc pas d'excuse pour ne pas mettre en place l'analyse de vos dépendances sur vos projets dans les repos GitHub et sur les autres outils. Je reviens sur la présentation. Et ce qui est important là-dedans, c'est que quand on va ajouter une dépendance en tant que dev, on va bien faire attention, on a la dernière version, est-ce que c'est une dépendance, c'est open source, donc on a accès au code, est-ce que le code est régulièrement mis à jour, est-ce qu'il y a des CVE en cours, on va bien faire attention, on est consciencieux. Par contre, la faille critique, elle va arriver plus tard. Donc c'est important de passer ces tests, cette analyse, tout au long de la durée de vie de votre produit. Puisque ce n'est pas au moment où vous allez ajouter la dépendance qu'il y aura une faille critique, ce sera dans 3 mois, dans 4 mois, dans 5 mois. D'où l'importance aussi d'avoir des tests à jour qui fonctionnent bien. Ensuite, donc l'analyse, c'est aussi des dépendances. Finalement, est-ce qu'une image Docker, ce n'est pas une dépendance un peu particulière ? Et donc dans Docker, donc dans la communauté un peu de cybersécurité, Kubernetes, on s'en moque un petit peu, parce qu'il y a souvent plein de failles de sécurité. Et les failles de sécurité, on peut les éviter avec par exemple un outil comme Falco, qui va analyser au runtime ce qui va se passer, mais aussi ce qui est le plus important, là où sont les failles de sécurité, ce sont toujours les dépendances, c'est les choses qui sont dans l'image Docker. Donc quand vous faites vous-même l'image Docker, c'est là toute la philosophie du DevOps, c'est à vous, en tant que dev, de construire l'image Docker, et bien ce sont les dépendances que vous allez rajouter dedans. Et il faut les analyser. Et donc il y a Docker, donc il y a plein d'outils qui existent, mais Docker fournit un outil qui s'appelle Docker Scan, et qui va vous dire dans tel package, Perl, CGI, je ne sais pas quoi, il y a une faille de sécurité.
Du coup, on va se poser encore la même question. Est-ce que moi, dans mon utilisation, je suis vulnérable? Et du coup, il faut l'avoir bien configuré, et on va toujours se poser les mêmes questions. Et moi, ce que je recommande, c'est d'utiliser des images Docker de base avec Distroless, puisque même quand on utilise des images officielles, elles ont parfois des failles de sécurité. Et ça, c'est un point qui est important. Je ne sais pas où vous en êtes dans la containerisation de vos applications, mais c'est de définir votre stratégie pour choisir les images de vos conteneurs que vous mettez en place. On arrive trop souvent sur des projets où il y a plein d'images qui sont prises des différents hubs et des différentes registries sans avoir aucune stratégie. Alors déjà, en partant sur du Distroless, on va minimiser le risque, mais c'est quand même être capable de définir comment vous les choisissez et travailler ensemble, Dev, Ops, Sécu. Et également, les outils de scan comme ça, il existe des références, des registres, je n'arrive pas à trouver le nom en français, des registries d'images qui vont relever les alertes directement, en fait, qui vont scanner également vos images et les versions des outils que vous avez à l'intérieur et vous alerter dans le registre. Et c'est l'équivalent aussi pour les librairies, sur Nexus, sur JFrog, sur ce que vous voulez, sur NPM. On peut analyser directement quand vous envoyez votre livrable, et il va pouvoir analyser ce que vous envoyez. C'est aussi une possibilité. Ensuite, SAST, donc Static Application Security Testing. Donc on va tester la sécurité de l'application de manière statique. Statique, c'est-à-dire l'outil, il va lire le code et il va agir un petit peu comme le fait un compilateur. Il ne va pas aller jusqu'au bout, mais il va essayer de voir, il va faire une analyse sémantique du code, c'est-à-dire qu'il va aller essayer de chercher quelle est votre intention dans le if, le while que vous avez écrit. Il va analyser les entrants et les sortants, c'est-à-dire les entrants, est-ce que c'est une donnée utilisateur, une donnée qui a pu être entrée par un utilisateur, donc potentiellement quelqu'un de malveillant, et ensuite le sortant, où est-ce que ça peut aller? Qu'est-ce que c'est? C'est une requête qui est construite avec cette entrée, une requête SQL. Voilà. Donc c'est ça le principe. Il existe beaucoup d'outils. Donc souvent, c'est de l'analyse de code, de qualité de code, comme par exemple avec Sonar, où il y a un module de sécurité. Et après, il faut réussir à trouver un outil qui peut s'adapter à votre langage, parce que si vous utilisez un langage moins populaire, ça va être plus difficile de trouver l'outillage. Donc pour Java, ça va. Pour Groovy, par exemple, c'est un peu plus compliqué. En fait, plus le langage va être populaire, notamment en entreprise, plus il va y avoir des outils qui sont liés autour à la sécurité. Est-ce que juste en levant la main, est-ce que certains d'entre vous utilisent ces frameworks, un de ces outils, pour peu importe lequel? Et combien d'entre vous, dans ceux qui utilisent ces outils sont intégrés dans la pull request? Ce n'est pas un rapport qui arrive après. D'accord, très bien. Parce que justement, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est que le but, ce n'est pas de uniquement trouver les problèmes dans le code, c'est bien aider le développeur à fixer. Et si on passe les outils de scan de code trop tard dans le process de développement, vous recevez un rapport avec plein d'informations, vous êtes déjà, vous, sur une autre partie du code, sur une nouvelle branche, une nouvelle fonctionnalité, vous recevez le rapport avec plein d'informations, vous ne savez pas lesquelles choisir, vous ne savez pas dans quel contexte travailler. Alors évidemment, tous les failles critiques, il faut les fixer tout de suite. Et après, il y a je dois switcher de contexte, je dois revenir dans ce contexte-là, travailler. Si c'est un problème qui est un peu trop compliqué, je dois impliquer l'équipe de sécurité quand il y a une équipe de sécurité. Et quand il y a une équipe de sécurité, il va y avoir un expert sécurité pour 10, 20, 30, 50 développeurs. Donc il ne va pas pouvoir passer énormément de temps là-dessus. Donc plus on va mettre ces outils-là, donc la partie scan de code proche du développeur, proche du développement, on parle de shift left, donc d'aller vers le développement. On a l'environnement de développement et la prod à droite, donc d'essayer de pousser le plus de choses vers la gauche. Et moi, la comparaison que je donne, c'est autour des tests de la qualité. C'est-à-dire qu'il y a 25 ans, quand j'ai commencé à bosser, les tests, ils étaient manuels. On ne faisait pas de tests unitaires quand on faisait les tests, et on laissait quelqu'un tester pour nous. Il nous envoyait un rapport, on venait fixer.
Petit à petit, on a fait des tests unitaires, on les a intégrés à notre intégration continue, on a fait des tests d'intégration qu'on a automatisés, et c'était ma responsabilité en tant que développeur, c'est ma responsabilité en tant que développeur d'être alerté tout de suite et de fixer tout de suite. Et aujourd'hui, si vous avez un test unitaire qui ne passe pas dans votre pull request, vous le fixez. Ben là, c'est pareil. En fonction de la criticité et des règles que vous avez définies, je parlais du backlog, avec les gens qui travaillent autour de la sécurité. Et juste un truc, parce que ça, histoire de vendre un petit peu quand vous allez repartir du DevFest avec plein de super idées pour mettre en place dans votre entreprise. Pour vendre ça, finalement, un bug, le plus tard, il sera un bug de sécurité comme un bug classique. Le plus tard, il sera détecté, plus il va coûter cher. S'il faut attendre la production, il faudra repasser par toutes les étapes. S'il faut attendre l'intégration continue, il faudra repasser par du dev, etc., etc. Donc il faut avoir un outil, un SAST, dans l'IDE et dans l'intégration continue, comme ça tout le monde peut voir les résultats. Donc je vais vous faire une démo dans le contexte de GitHub. Donc en fait, j'ai activé le scan de code, et le scan de code, je l'ai activé par le biais de la mise en place d'un workflow, d'un pipeline d'intégration. La façon dont ça se fait, c'est relativement simple. Vous allez sur votre repo, vous allez sur Code Scanning, et vous faites ajouter des outils de scan. Et vous voyez, il y a plein d'outils qui sont à disposition directement sous forme d'action. Et ça, c'est un point qui est important. Pourquoi on vous a mis sur à chaque fois qu'on parle d'une solution technique, on vous met plusieurs outils. C'est parce qu'en fonction de vos besoins, en fonction de vos langages, en fonction de ce que vous avez déjà en place, vous allez pouvoir choisir différents outils. Donc il y a des outils qui viennent de GitHub, et après il y a des outils qui vont venir de la partie open source OWASP ou d'autres outils commerciaux. L'idée, en fait, c'est de trouver par rapport au langage que vous utilisez et votre stack le bon outil. Et lorsque vous choisissez, alors évidemment, je vais choisir CodeQL, l'outil de scan de code fourni par GitHub. Si on regarde la façon dont ça fonctionne, c'est que sur mon action, sur mon CI, je vais lancer ce workflow-là, ce pipeline, sur tous les pushs sur la branche principale. On va lancer des tests sur sécurité à chaque fois qu'on fait un push. On ne va pas uniquement avant le merge, on va le faire tout le temps, pour pouvoir optimiser et capturer le plus tôt possible. Quitte à avoir des scans plus ou moins longs en fonction de la complexité de votre application et de nombre d'outils que vous voulez mettre en place. Et vous voyez, donc là, il y a les actions qui vont tourner, mais il y a cette partie-là qui est intéressante, c'est qu'automatiquement, dans le choix autour de la sécurité dans GitHub, vous voyez, il y a le workflow va s'exécuter une fois par semaine. Alors pourquoi c'est important, ça? C'est pour la même raison que ce qu'on a cité tout à l'heure par rapport aux dépendances. C'est-à-dire que les vulnérabilités dans le code, on en connaît des milliers aujourd'hui. Dans un mois, dans 2 mois, il y en aura probablement 100, 200, 300 de plus dans le langage que vous connaissez. Si vous n'avez pas touché ou si vous n'avez pas relancé votre CI, peut-être qu'on a découvert des nouvelles vulnérabilités dans le code. Donc l'avantage de relancer ça de façon automatique sur votre branche principale, ça va être de découvrir que si le code qui est en production a des vulnérabilités. Et donc l'idée, c'est de faire ça automatiquement. Alors à quoi ça ressemble? Dans le contexte d'une pull request, ici j'ai un développeur qui a rajouté du code, et dans la conversation, dans les alertes, vous voyez ici, je vois directement une alerte de sécurité. Alors je sais que c'est du code scanning. Je vois qu'elle est en rouge, donc elle est critique, elle est très élevée. Et ça bloque également. Donc j'ai les tests. Et ça va bloquer. Hop. Ah, j'ai des conflits. Ça va bloquer les checks. Donc ça va bloquer l'intégration continue. Je ne vais pas pouvoir merger tant que je n'aurai pas fixé ces problèmes-là. Et l'autre partie qui est intéressante, c'est que parmi le process que vous devez faire, c'est vous avez l'intégration continue, vous avez les tests et vous avez la revue de code. Et quand vous faites la revue de code, vous avez exactement la même erreur à cet endroit-là, en tout cas la même alerte à cet endroit-là. Donc nous, en tant que développeurs, on ne peut pas passer à côté de ça. Déjà, on ne peut pas dire « j'avais pas vu le rapport de sécurité » parce qu'il fait partie du process que vous avez habituellement par rapport à vos tests, par rapport à la qualité.
Et également, en fonction de l'outil que vous utilisez, ça va vous donner plus ou moins d'informations sur comment fixer le problème. À la fois sur des informations sur les solutions, quel est le problème, l'explication du problème, l'explication de comment le résoudre. Alors volontairement, je prends toujours un exemple qui est très très simple, qui est l'injection SQL, parce qu'on peut tous la comprendre sans être un expert de sécurité. Donc moi, ça m'a permis de comprendre rapidement à la fois comment on renvoyait cette information-là et potentiellement faire un fixe. Et il y a toujours le lien vers les différents points vers la sécurité, le rapport, pourquoi c'est important, pourquoi il faut fixer ce genre de choses. Ça peut être lié à vos ticketing systems. Et selon l'outil, et ça c'est important, c'est comment vous arrivez dans cette partie du code. Comment mon risque d'injection va apparaître. Et est-ce qu'il est vraiment vulnérable? Est-ce que c'est juste dans un test interne? Et dans ce cas-là, même si c'est critique, à la rigueur, je peux créer une issue et le fixer un peu plus tard. Ou alors, comme ce code qui est là, ça fait partie de l'API que j'expose. Et là, si un développeur ou si un utilisateur envoie simplement une chaîne très simple, il va pouvoir manipuler ma base de données et faire des requêtes additionnelles. Donc, il y a toute cette partie qui va être faite pour le développeur, fixée rapidement. Et si jamais je n'ai pas la compétence et c'est un problème qui est trop compliqué, ben c'est là où on va impliquer l'équipe SecOps. On va pouvoir pointer sur l'équipe sécurité ou l'expert de sécurité pour travailler en disant « je ne comprends pas ce problème, viens m'aider ». Et toujours pareil, travailler sur la collaboration sur le code quand vous faites votre pull request. Avant de passer aux étapes suivantes, il y a une autre partie qui va être importante pour non pas nécessairement le développeur qui travaille sur la pull request, mais l'équipe globale de sécurité, les tech leads, les architectes, qui vont être combien de vulnérabilités sont trouvées sur le projet, à quel endroit, à quel niveau. Donc on a ça dans les repositories, on a ça au niveau des organisations. Alors vous allez voir qu'elle est elle n'est pas très sécure, mon équipe. J'ai plein d'alertes. Et ça, on va l'intégrer avec des outils de reporting de sécurité, donc des SIEM qui vont capturer tous les événements de sécurité, et y compris, là, les événements qui viennent du code. Comme ça, les portails et les responsables de la sécurité vont voir l'évolution de qu'est-ce qu'on a rajouté comme faille, quand est-ce que ça a été fixé, est-ce qu'on fait de la rémédiation suffisamment rapide. Et ça, c'est important sur les dépendances et sur le code, c'est de mesurer combien de vulnérabilités vous levez et combien vous fixez et à quelle vitesse. Ça, c'est très important autour de la sécurité, pour voir justement si vous êtes efficace. Des choses à rajouter? Et c'est surtout pour pouvoir convaincre la direction que les efforts que vous faites sur la sécurité du code, c'est pas pour rien. Moi, ce que je voulais rajouter, parce que là, utiliser des Pandabot, pas des Pandabot, comme l'outil GitHub, c'est cool. Mais quand on va le passer sur mon projet, que ça fait déjà 5 ans qu'on est 10 à développer dessus, potentiellement, selon l'outil, on peut se retrouver avec une liste de vulnérabilités dans le code qui sont énormes. Et là, ce que tu as montré, c'est que c'est dans une pull request. Et c'est une bonne stratégie, puisqu'on va pouvoir améliorer au fur et à mesure notre code, modification par modification. Donc on va faire comme un bon scout, on va rallumer le feu, on va venir et mettre dans un meilleur état que là on l'a trouvé. Et c'est pareil, il y a des choses qui seront plus importantes que d'autres, des vulnérabilités critiques ou pas. Et il y a une autre chose qui est très importante pour un SAST, c'est de pouvoir le configurer. Parce que là, en fait, on va se retrouver des fois avec des SAST qui vont nous mettre pas mal de faux positifs. Et donc, il faut pouvoir arrêter ces alertes-là et peut-être ajouter des alertes custom. J'ai mon exemple. Donc moi, en front, je connais que Angular. Alors, c'est l'exemple que j'ai. Ici, on a donc une balise dans notre template. Quand on utilise, pour ceux qui ne savent pas, inner.html, c'est pour pouvoir mettre à l'intérieur de la balise. Angular, il va mettre la chaîne de caractères, il va l'évaluer et il va la mettre dans le div. Et en plus, j'ai une clé ici de traduction. Donc il y a une fonction de translate, donc la clé de traduction. Donc j'ai toutes mes langues en fonction de la langue de l'utilisateur. Il va m'afficher le bon texte.
Et j'ai même un paramètre qui est le nom. Donc ça va être bonjour la variable, bienvenue au DevFest. Et moi, je suis un utilisateur bienveillant, je vais mettre Adrien. Et ça va être bonjour Adrien, bienvenue au DevFest. Mais si notre utilisateur n'est pas si bienveillant que ça, et qui met une chaîne de caractères malicieuse, un payload XSS. Alors Angular a déjà des fonctionnalités pour vérifier ça, mais tout ne va pas pouvoir être protégé, et donc je peux me retrouver avec une faille XSS. Mais je ne peux pas dire à mes développeurs on arrête ça, parce qu'il y a vraiment un besoin derrière tout ça. C'est que mes product owners, c'est eux qui ont la main sur les chaînes de traduction, et des fois ils veulent mettre des petites choses en gras, des petits trucs en italique et des retours à la ligne, et donc je veux leur permettre de faire ça, parce qu'en plus moi j'ai pas envie qu'ils viennent me voir pour mettre un truc en italique toutes les 5 minutes. Donc ça a du sens de laisser ça, mais par contre il faut pouvoir dire au SAST, avoir la possibilité de le configurer et se dire bah tiens, si j'ai un paramètre à ma traduction, bah peut-être qu'il faut que je lève un warning. Ou si on peut aller jusque-là, est-ce que le paramètre a été protégé par une librairie DOM Purify ou je ne sais pas quoi, qui va s'assurer qu'il n'y a pas de caractère de payload XSS dans mon nom. Donc c'est sympa d'avoir un SAST, mais par retour d'expérience, c'est encore mieux quand on peut le configurer. Et c'est là où c'est important, justement, quand vous avez une équipe sécurité, et que nous, les développeurs, on soit très proches d'eux pour expliquer pourquoi on a besoin de changer une règle, ou que cette règle doit être alertée différemment ou liée à d'autres parties sur le scan pour valider qu'on a rajouté pour quelque chose pour nettoyer cette chaîne de caractères, par exemple. Il y a un contexte applicatif que les moteurs ne peuvent pas nécessairement comprendre et que vous devez pouvoir customiser dans l'outil. C'est à l'équipe de sécurité de s'adapter aux développeurs, et l'équipe de sécurité ne doit pas être là en train de bloquer, en train de dire non, on arrête, on ne fait pas ça. On doit aider. Alors, il y a une partie un peu particulière autour du scan de code. Jusqu'ici, on a pris des exemples où il faut être plus ou moins avancé en termes de technologie et de hacking, entre guillemets. C'est-à-dire que les failles de sécurité qu'il y a dans les dépendances, quelquefois, il faut vraiment être un bon hacker pour les exploiter. Pour le code, alors ça va dépendre, hein, mais il faut déjà savoir que derrière, il y a une requête SQL ou quelque chose comme ça. Par contre, il y a des choses qui sont très, très, très simples à utiliser où, en fait, il faut zéro compétence. C'est si vous avez accès à des API et que vous avez quelque part les clés d'API que vous avez stockées dans un repo. Et vous avez accès à AWS, à Google, à Azure, vous mettez vos secrets dans un repo, par erreur ou pas, ben, il n'y a pas besoin d'être un champion du monde du hacking pour les utiliser. Vous les prenez et c'est parti. D'ailleurs, si vous avez un repo un public sur GitHub, à une époque, en moins de 20 minutes, si vous posiez une clé sur un des cloud providers, en moins de 20 minutes, elle était déjà utilisée par quelqu'un pour essayer de l'exploiter, de l'utiliser pour aller récupérer des computes sur un cloud. C'est-à-dire qu'il y a des robots qui tournent constamment sur les repos publics pour essayer de trouver de l'information, des listes d'utilisateurs et des clés d'accès vers vos API. Et je crois qu'il y a quand même il y a sûrement des gens qui ont besoin d'entendre que c'est pas parce qu'on recommit effacer le token que... Parce que j'ai déjà entendu. Ça, c'est très, très, très important. Donc, je vais vous faire une démonstration sur un repo public, parce que je pense qu'on a tous ici des repos publics sur GitHub. Que ce soit les étudiants sur quand ils font leur projet d'étudiants, et nous, les gens plus expérimentés, quand on veut découvrir des technologies, on va souvent forker un repo, on va le bidouiller, on peut être amené à mettre du code. Et en fait, j'ai pris là, ici, un repo public sur un utilisateur, le mien, et vous voyez, j'ai créé un token GitHub. J'aurais pu le faire avec AWS, avec Google, n'importe quel des tokens qui sont, il y a 45 ou 50 tokens qui sont reconnus automatiquement. Je vais prendre ce code-là et je vais le mettre dans mon projet. Alors, je vais le faire à partir d'ici, hein, je vais pas... Donc, je vais rafraîchir ici. Donc, j'ai la liste, j'ai mon token DevFest qui a été sauvé ici. Je vais éditer du code et je vais créer une nouvelle variable pour appeler mon API.
et je clique commit. Là, si je reste comme ça, ben là, dans quelques minutes, quelqu'un va trouver cette clé et va essayer de l'utiliser. Et en fait, ce qu'a fait GitHub d'un point de vue public, c'est que cette clé, elle a été automatiquement invalidée. Et ça, c'est super, super, super important. Donc, dans tous les repos publics, GitHub, sur un commit, va vérifier s'il reconnaît cette clé. Si cette clé est reconnue, elle ne va pas invalider la clé. Alors, dans le contexte d'un Personal Access Token, c'est GitHub, donc le choix a été fait d'invalider cette clé. Si vous utilisez, je vais prendre Twilio par exemple, si vous avez votre API token de Twilio, il faudrait que je teste avec les tokens Okta, etc. Donc en fait, avec Twilio, donc GitHub envoie ça au service provider. Le service provider va agir en fonction de ce qu'il a décidé. Sur Twilio, je crois que par défaut, la clé est désactivée 3 semaines. Ça alerte le client sous forme d'email. Donc ça, c'est pour les repos publics. Donc vous êtes entre guillemets, c'est pour ça que j'avais mis la date sur l'exemple du blog post. En 2017, il n'y avait pas cette fonctionnalité. Donc les gens exploitaient les clés qui étaient publiques. Alors si vous pouvez aller regarder sur la partie documentation, sur l'ensemble des partenaires qui sont supportés autour de ça. Et d'ailleurs, il y a 2 ans, GitHub a documenté comment les tokens sont générés. Parce que vous allez voir un petit quelque chose si vous regardez ça. Quand on génère un nouveau token, hop, je vais éviter de mettre quelque chose de trop riche. Quand on génère un nouveau token, vous voyez, sur GitHub, ça commence toujours par GH quelque chose, underscore. Vous allez sur Adafruit, vous allez sur Stripe, vous allez avoir, pareil, une clé qui va, les 3 premiers caractères qui font partie de la définition de la clé. C'est pour faciliter la découverte des tokens dans le code. Ça fait des expressions qui sont très simples à mettre en place. Et c'est quelque chose que GitHub avait documenté il y a 2 ans et qui a été associé adopté par l'industrie en termes de standards. Sur le repo privé, il y a une approche qui est un petit peu différente. Il y a 2 parties. Il y a une partie, s'il y a du code existant, et là je vais revenir sur justement le commit, c'est-à-dire que si je vais voir mon code ici, les clés, on ne les supprime pas, ou on ne les révoque pas, ou on ne signale pas. C'est sur un repo privé. Si vous activez le secret scanning, ça va pour être protégé, mais c'est à vous de choisir en tant que développeur, en tant qu'architecte, en tant que sécu, ce que vous faites de la clé. Donc là, j'ai des clés qui sont toujours dans le code et n'ont pas été traitées en termes de rémédiation sécurité. Là, j'ai des clés qui ont été traitées, c'est-à-dire qu'elles ont été, j'ai marqué comme cette clé a été, j'ai fait un revoke de la clé. Donc là, en fait, toutes ces clés sont dans le code, quelque part dans une branche. Et comme le disait Adrien, ça ne sert à rien d'aller essayer de bidouiller votre history Git. On va dire que le Git, il est immutable, c'est plus simple comme ça. La seule façon de remédier à un problème de clé, c'est de faire un revoke de la clé. Alors pour une raison toute simple, c'est que ce repository, je ne sais pas combien de fois il a été cloné. Et je ne sais pas quelles branches ont été clonées et à quel moment. Donc les clés qui sont dans ce repo, elles peuvent être distribuées à plein d'endroits, elles ont déjà pu être poussées publiquement ailleurs. Et dernièrement, a été rajouté autour du secret scanning. Il faut que je prenne un autre utilisateur. Et du coup, c'est important aussi d'avoir le moyen dans votre scanner de secrets, d'avoir la possibilité de dire finalement, non, ce secret-là, il est légitime. C'est peut-être une clé, un truc public, c'est pas grave. Ou quand, alors par expérience, j'ai vu sur des tests de end-to-end ou d'intégration, on met une fausse clé qu'on moque, mais il y a toujours marqué le paramètre, parce que si le paramètre n'existe pas, l'application ne démarre pas, elle plante, etc. Donc c'est quand même important d'avoir quelque chose de paramétrable. Là, sur mon repo, j'ai activé le scan. Donc là, je suis en Java. Faut que je me souvienne. Donc je rajoute une chaîne de caractères. Et dans le contexte d'un repo privé, on a mis en place ce qui s'appelle la push protection. Si tout se passe bien, quand je vais essayer de faire le commit et le push, je ne peux pas pousser. C'est que là, dans ce cas-là, j'ai bloqué le push. Donc par défaut, je ne peux pas pousser cette information sur le repo central. À la rigueur, si j'ai besoin, comme le disait Adrien, de bypasser, parce qu'en fait, cette clé, elle est utilisée dans les tests, je vais pouvoir
accepter ce secret. Là, je vais relancer le commit, le push. Et cette clé, qui est la clé Adafruit, va venir se rajouter à la liste des clés connues sur le projet, mais qui ont été considérées comme acceptables et acceptées sur le projet. Vous voyez ici, non, je ne suis pas sur le bon rapport. Closed. Donc j'ai rajouté cette clé et je l'ai taguée comme une clé utilisée dans les tests, donc ce n'est pas grave. Donc j'ai fait un push protection. Le développeur, il n'a pas pu par défaut, parce que la plupart du temps, je pense, ça nous est tous arrivé, c'est par erreur qu'on pousse ces clés-là. C'est pas parce que on veut consciemment mettre la clé dans le code, c'est que on a écrit des tests, on a laissé les API, les clés dans un fichier d'environnement, on fait un git push. Ah zut, trop tard. Là au moins, ça protège. Alors on va aller assez vite, parce qu'en fait on n'a pas beaucoup de temps. Donc IAC, l'infrastructure as code, on est dans le contexte DevOps. Donc en DevOps, on va pouvoir, c'est les devs qui dans le code vont pouvoir créer du code qui va pouvoir déployer en prod. Donc l'IAC, là je prends l'exemple de Terraform parce que c'est le seul que je connais. En fait, dans un fichier Terraform, on va décrire comment sera notre infrastructure cloud. Donc est-ce que c'est une VMEC2 qui a tel processeur, telle mémoire, etc. Il y a tel security group, on a fait telle protection, etc. Ça fait partie d'un VPC. Voilà toutes les règles. Donc voilà ce qu'on va définir. Et on va pouvoir aussi analyser le code avec un outil qui s'appelle TFSec. Alors il en existe plein d'autres. TFSec, il a l'avantage d'être gratuit, open source. Et il va nous dire, voilà, est-ce qu'on a vraiment besoin d'autoriser le protocole HTTP sur cette application de load balancer? Est-ce qu'on a besoin d'avoir le port SSH 22 d'ouvert? Ça n'a pas vraiment de sens dans un contexte DevOps si on ne va pas vouloir accéder en SSH directement, c'est pas très bien sécurisé. Et vous pouvez intégrer ça dans votre CI. Et il faut intégrer ça dans la CI, justement. Alors sur le poste, dans son IDE et dans la CI. Et alors, sur Terraform, la manière dont Terraform fonctionne, c'est que on a notre fichier TF qui va faire une description. Quand on fait un Terraform plan, il va comparer ce qu'il y a dans votre fichier de description et ce qui existe réellement sur votre cloud. Et il va vous afficher le plan et il va dire je vais rajouter telle ressource, modifier telle autre. Et donc, il y a des outils de sécurité de Terraform qui vont pouvoir ou analyser le fichier Terraform, mais aussi analyser le plan. Comme ça, dans le plan, c'est directement l'action qui va être faite. Je vais ouvrir le port 22 sur tous mes security groups. Attention, là, il faut lever une alerte. Et donc, ce n'est pas parce que c'est du cloud qu'on est sécurisé. Et il y a deux outils que j'aimerais vous présenter assez rapidement. C'est CloudMapper, donc ça marche que sur AWS, mais il en existe sûrement plein d'autres sur les autres. Ça va générer, Mapper, ça va faire une carte de votre cloud. Donc, en fait, le petit schéma ici, c'est pas ça qui est important. Faut pas montrer ça au CTO qui va pas pouvoir le montrer à son board. Ce qui est important, ce sont les commandes qu'on voit là. Audit, check for potential misconfiguration, parce que c'est ça le problème du cloud et de la sécurité, c'est un problème de configuration. C'est notre responsabilité à nous qui mettons des choses dans le cloud, qui mettons les données de nos clients dans le cloud, de faire attention à ces données-là. Donc c'est hyper important qu'on y fasse attention. Autre commande qui est sympa, c'est find unused. Ça ne sert à rien de payer pour quelque chose qu'on n'utilise pas. Donc ça va plaire au CTO. Et les choses qui sont publiques, vérifier que tout ce qui est public doit bien être public. Et un autre petit outil qui est Cloud Tracker, qui est un outil qui va vérifier les permissions. Parce que finalement, l'IAM de votre cloud, c'est un petit peu c'est la clé qui va ouvrir vers tous les services. Et cet outil-là, il va vérifier que l'utilisatrice Alice, sur la compte démo, voilà les permissions qu'on a vues. Donc on a vu, c'est-à-dire là, quand il n'y a rien, on affiche qu'elle a utilisé cette permission-là, et elle avait le droit.
Quand il y a un moins, c'est qu'elle n'utilise pas cette permission, elle l'a jamais utilisée. Donc il va lire en fait, il lit les CloudWatch, l'outil, et les accès API. Donc là, elle a une permission qu'elle ne devrait pas avoir. Et quand elle a le point d'interrogation, c'est qu'elle a accédé à ce truc-là et elle n'a pas la permission. Donc il y a 2 cas de figure. Ou elle avait cette permission et maintenant elle ne l'a plus. Donc l'outil dit, on a vu qu'elle a accédé, mais il n'y a plus. Le deuxième cas, c'est qu'elle a le droit de faire un assume role. Donc un assume role, c'est un droit qui te permet d'accorder des droits. Et donc si elle a le droit de s'accorder des droits admin, c'est très dangereux. Et donc il faut surveiller que Alice, elle n'a pas le droit de faire des trucs qu'elle n'a pas le droit de faire. Et on ne va pas pouvoir parler de ça, ni de ça, mais ce sont des outils d'analyse automatique plus ou moins intelligents et qui sont intéressants, mais ils coûtent... celui-là n'est pas hyper pertinent, mais intéressant d'avoir parce qu'il est facile à mettre en place et gratuit. Celui-là est souvent très cher, mais souvent pertinent. Mais c'est quelque chose qui arrive à la fin d'un processus DevSecOps. Mais on peut en parler après, si vous voulez, ou dans les 2 jours. Et on va passer à la conclusion. Et justement, ce qui est important par rapport... Pourquoi on n'est pas passé sur les YAST et le DAST, c'est parce que déjà, mettez en place ce qu'on vous a proposé au début, c'est-à-dire vérifier que vous scannez vos secrets, que vous scannez votre code et que vous scannez les dépendances. Vous allez trouver probablement énormément de choses. Une fois que vous avez mis ça en place, allez à l'étape suivante. Procédons étape par étape. Et ceux-là sont faciles à mettre en place. Et en plus, touchent directement le développeur. Il n'y a pas besoin d'infrastructures très compliquées derrière. Je veux juste, à un moment, tu as dit quelque chose. C'est pas parce que sur le cloud que c'est sécurisé, ou je ne sais plus ce que tu as dit, ça m'a fait sourire, parce que j'ai dit, c'est pas parce que c'est dans vos data centers que c'est sécurisé. C'est parce que je me bats tous les jours pour essayer de pousser les use cases vers le cloud. Et c'est pour ça que je m'amusais, ça m'a fait sourire. Et du coup, en conclusion, on peut dire que les outils qu'on a vus, on n'en a pas parlé de threat modeling qui va faire une analyse sécurité de votre backlog. On a parlé un petit peu des autres et rapidement de tests en production ou en test. Mais l'idée avec le DevSecOps, c'est comme pour le DevOps, c'est la même chose. C'est qu'on va essayer l'équipe de sécurité ne va pas venir bloquer l'analyse de code, la mise en production, etc. Mais va venir plutôt fournir des outils pour que tout se passe le plus facilement possible et le plus rapidement possible et ne pas perdre de vélocité dans le développement à cause de la sécurité, parce qu'on voit très bien que quand la sécurité vient bloquer, ça ne fonctionne pas et les développeurs trouvent des moyens de contourner et du coup, le code à la fin en production est plus sécurisé. Très bien. Voilà. Merci à vous. Merci. Merci à tous les deux. Merci à tous les deux. On a peut-être juste 1 minute pour les questions, s'il y a des questions. Sinon, où est-ce qu'on pourrait... On sera là les 2 jours. Moi, je vais pas mal être sur le stand Microsoft. Donc, n'hésitez pas à nous arrêter, à nous poser des questions. Moi, je serai au stand souvent Community, qui est juste à côté là. Vous vouliez prendre une petite photo, les garçons ? Tu voulais prendre une photo dessus ? Si vous avez encore quelques secondes. Tiens, viens. Adrien. Allez, tu nous envoies. Merci. Merci.